Mais si la pénurie se produit, c'est évidemment un événement exceptionnel, c'est peu de le dire, qui pose des questions exceptionnelles, des questions de compétences, qui fait quoi, qui commande, à quel niveau, dans un pays qui adore la subsidiarité, comment est-ce qu'on évite la panique, à quel coût humain tout ça se fait, parce qu'il y a des gens, vous êtes bien placé pour le savoir, qui s'occupent de ces réseaux. Pour répondre et empoigner toutes ces questions, il fallait bien un militaire, une nuque épaisse, brigadier, en l'occurrence aussi, ça le fait rire, mais c'est pas faux. Spécialiste de la gestion de crise, évidemment, chef du service de sécurité civile et militaire et chef de l'état-major cantonal de conduite du canton de Vaud. Il était évidemment aux manettes pendant la pandémie, là on peut parler de coût humain. Il était surtout, et c'est ce qu'il y a de plus important, aux manettes pendant la fête des vignerons. Je vous propose d'accueillir Monsieur Denis Froidevaux, qu'on peut applaudir. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. C'est un honneur de m'exprimer devant vous aujourd'hui. C'est malheureusement qu'une répétition encore et encore pour redire toujours et encore la même chose. Et je me rappelle d'un repas avec M. Favre alors qu'il était encore journaliste au temps. C'était à l'époque où les journalistes pouvaient nous payer à manger. C'est un temps révolu, malheureusement. Et nous avions disserté pendant ce repas, ça fait environ une dizaine d'années, sur, dans le fond, l'extraordinaire naïveté qui habite la gouvernance de nos États démocratiques, développés, ô combien agréables à vivre, et l'absence de conscientisation de ce qui est stratégique dans le fonctionnement de nos États. Et en 2014, un exercice a eu lieu dans ce pays, qui s'appelait un exercice du Réseau national de sécurité, dans lequel nous avons exercé un double scénario, c'est-à-dire celui de la pénurie énergétique doublée d'une pandémie. Alors la pandémie s'est faite, on a vu avec quelle maestria on a réussi à la maîtriser, tout du moins à en limiter les impacts, et maintenant arrive la question de la pénurie énergétique. Et depuis 2014, mesdames et messieurs, quasiment rien, ou presque, n'a été fait sur la base des enseignements que nous devions tirer de cet exercice. Et il y a des personnes dans cette salle qui savent exactement de quoi je parle. Et moi, ça me fascine, cette espèce de vertige dont on souffre dans ce pays pour se préparer à la gestion de crise et pour expliquer à la population quelle est la réalité du monde dans lequel nous évoluons. Et M. Favre parle de la sécurité énergétique. Je pense que lorsqu'on est confronté à ce risque et qu'on réfléchit, je mets, pardonnez-moi à vous les gaziers, de mettre dans le même panier la pénurie ou le risque de pénurie électrique et de gaz, on est très rapidement pris par la question finalement de la sécurité tout court de notre État, de nos institutions. Et cette question-là, je dois dire, nous la prenons extrêmement au sérieux. Il y a moins de 8 mois, on nous expliquait que tout conflit conventionnel sur le sol européen relevait du fantasme de certaines nuques épaisses dont je fais partie, c'est-à-dire les militaires qui n'ont cessé de dire « faites attention ». Ces scénarios ne sont pas à exclure pour l'éternité et peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes sur le plan géopolitique. Et nous y sommes maintenant, nous y voilà. Donc comment fait-on pour essayer d'amortir cette situation, sachant que les cantons dans cette affaire sont au bout de chaîne alimentaire de la gestion de crise. La Confédération est responsable de l'approvisionnement énergétique, au sens constitutionnel, sur le plan électrique tout du moins, et les cantons, eux, vont devoir gérer les conséquences d'une éventuelle pénurie, et ici on parle de vie humaine, mesdames et messieurs. J'y reviendrai tout à l'heure, en fonction du scénario auquel on pourrait être confronté. On parle ici, bien évidemment, de services essentiels qui doivent être maintenus. Alors ce contexte qui est un contexte tout à fait classique dans la gestion de crise
avec une situation générale qui est extrêmement peu lisible, qui est très instable, qui change au quotidien et qui, dans le fond, est très évolutive et qui on a la perception globale à cette réponse, à cette question, pardon, je n'ai toujours pas de réponse. Ensuite, la communication institutionnelle, elle est vraiment extrêmement particulière. On fait des campagnes de communication pour économiser l'énergie, avec un succès dont on verra si les indicateurs montrent s'il est bien présent. Arrivons ce matin dans ce bâtiment, par cette belle matinée du mois de novembre, l'ensemble du bâtiment est éclairé, alors qu'on en utilise peut-être le 1%. J'ai comme l'impression que la conscientisation de la valeur de l'énergie et de chaque kilowatt consommé aujourd'hui doit encore faire un petit bout de chemin dans les esprits. Donc la Confédération nous annonce la semaine dernière qu'il n'y a strictement plus aucun problème. Nous allons pouvoir faire la manœuvre d'évitement de la crise dans un rapport qui se fonde sur un scénario extrêmement positif. Jeudi dernier, le directeur de l'Office fédéral de l'énergie à Montreux déclare publiquement que le risque est toujours bien présent et qu'il faut absolument prendre toutes les dispositions nécessaires pour y faire face. Ensuite, les experts se contredisent à journée faite, comme on dit dans le canton de Vaud. Pas plus tard qu'hier, dans la Sonntag Zeitung, on lit qu'il est faux d'affirmer que les réserves en kilowattheure ont été constituées, que nous ne sommes pas à la cible et que nous n'y serons pas. Qui croire ? Alors, dans ces situations-là, quand la seule certitude, c'est l'incertitude, il faut appliquer quelques vieux principes de gestion de crise, c'est-à-dire de fixer un cut dans l'état de préparation, de façon à éviter l'effet de surprise au moment où la crise survient. Et puis ce cut, c'est-à-dire ce point de bascule jusqu'où aller dans la préparation de crise, et là je ne vous parle pas de rédiger des ordonnances, je vous parle très concrètement comment sauvegarder l'énergie dans un établissement hospitalier. Comment faire pour ne pas perdre des vies, mesdames et messieurs. Il y a 15 000 personnes dans le canton de Vaud qui vivent à domicile avec des appareils à assistance de survie, respirateurs, dialyse, j'en passe et des meilleurs, qui ne peuvent pas subir la moindre coupure. C'est de ça dont on parle quand on parle aussi de pénurie énergétique. Ça n'est pas que des impacts économiques. Et puis, on est dans un cas d'école de dualité dans la gestion de crise. On est dans un État fédéraliste, c'est un fait. Nous sommes dans un État décentralisé où les cantons ont cédé des prérogatives à l'autorité centrale, qu'est la Confédération. Et donc, on est condamné à être dans une communauté de destin dans cette gestion de crise. Et alors, par rapport à ça, il y a quelques vieux principes qui devraient être appliqués. Par exemple, dans la gestion du temps, dans le rythme de conduite, comme on l'appelle en termes militaires, on utilise 1/3 du temps pour soi et on en laisse 2/3 pour les échelons subordonnés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, personne ne connaît le contenu des ordonnances fédérales sur l'approvisionnement électrique, pour prendre ce sujet. Et nous sommes à, 6 semaines d'entrer dans la période critique. Il faut que j'enlève encore 2 semaines à Noël, donc il nous reste 4 semaines. Et on ne sait pas comment la Confédération va arbitrer les choix à faire dans ce qu'elle a annoncé. Mesdames et messieurs, il y a un problème. Il y a du rififi dans la chenouf, comme disait l'autre. Alors, je suis désolé de vous parler très frontalement et très directement, mais je ne pense pas que vous êtes venu ce matin pour entendre un discours lénifiant sur l'extraordinaire capacité qu'ont les institutions à faire face aux risques auxquels elles sont confrontées. On le doit à nos habitants, mesdames et messieurs, encore une fois, à notre économie, à notre tissu social. D'abord, je me limite ici à l'aspect électrique, pardon de faire une petite dérivation, mais il y a une confusion générale dans la société. On n'a pas été capable d'expliquer à la population la différence qu'il y a entre une pénurie et un blackout. Mesdames et messieurs, nous ne nous préparons pas à un blackout.
parce qu'on ne peut pas se préparer à un blackout. Il faut être tout à fait clair. Un blackout a des conséquences dévastatrices et systémiques sur le fonctionnement de notre société. Donc nous, dans le canton de Vaud, on essaye de faire les choses avec ordre et un peu de souplesse intellectuelle. Et là, le Conseil d'État y attache une importance particulière, je tiens à le souligner. Eh bien, c'est le scénario de référence qui est fondé sur la panne. Pardon, sur la pénurie, excusez-moi, lapsus révélateur, sur la pénurie. Et la pénurie, elle va jusqu'au délestage. Parce que le délestage, c'est déjà quasiment une situation qui est hors de contrôle. Et il faut absolument qu'on réussisse à éviter ce délestage. On nous dit que la probabilité de survenance d'un délestage, elle est de quelques pourcents. Quelques, ça va de 1 à 9. Et en termes de gestion de risque, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous êtes un matin au sommet d'une remontée mécanique, 8h30, beau temps comme ce matin, 1,20 m de poudre, immaculé, vous poussez sur vos bâtons à la sortie du télésiège et vous avez un panneau, danger d'avalanche. Le pourcentage que la plaque parte est de 8%. Ça m'étonnerait beaucoup que vous poussiez sur les bâtons, voyant ce chiffre de 8%. Le risque que nous subissions une pénurie d'électricité, il est à peu près de cet ordre-là. Le délestage, il est un peu plus faible. Mais il faut expliquer à la population la différence qu'il y a entre la probabilité de survenance d'une crise et son impact. Donc la probabilité d'occurrence ou l'impact, même avec une probabilité d'occurrence faible, l'impact, il est dévastateur. Voilà, ça c'est l'appréciation générale qui n'engage que celui qui vous parle. Donc toute plainte est à adresser à une adresse email que je ne vous donnerai pas. Et donc, voilà, maintenant on est en novembre, on voit que les mesures ont été prises, en particulier au niveau des stocks gaziers, ça a été expliqué, réexpliqué bien mieux que ce que je suis capable de le faire. On est dans une situation quand même où on se pose quelques questions par rapport aux mouvements sociaux en France, ça semble aller plutôt dans la bonne direction. Auront-ils la capacité de redémarrer leur parc nucléaire comme ils devraient le faire? Donc, en clair, la Suisse, aujourd'hui, elle dépend du bon vouloir de la CGT pour son approvisionnement énergétique. On est là. C'est quand même assez ubuesque. Janvier, tout dépendra des modèles météo hivernaux. Alors là, il y a déjà des modèles qui commencent à se dessiner. Il y en a qui ont trouvé du moyen à faire du business aussi avec ça. Il y en a qui ont ouvert des sites qui vous font des simulations avec des pourcentages de probabilité. Voilà. Il semble qu'on s'achemine vers un hiver qui soit un hiver. À voir. C'est déjà extraordinaire. On va, je pense, en faire la une des médias que l'hiver prochain sera l'hiver. L'Ukraine, évidemment, inutile de dire que je ne veux pas faire une leçon ici de stratégie militaire, mais il y a très longtemps qu'on sait comment Poutine allait peser sur le moral et sur les économies et sur la politique européenne. Le premier jour, on aurait pu le dire, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit systématiquement les infrastructures critiques du pays. Pour faire quoi? Pour utiliser la migration comme une arme massive sur les gouvernements occidentaux, en particulier européens. Et on s'attend ici, en Suisse aussi, à un afflux de migrants, de personnes en quête de protection, qui va poser des problèmes politiques à terme. Et donc il aura réussi son coup, c'est de semer le trouble dans les pensées. Et puis alors février-mars, vous le savez comme moi, c'est la période la plus difficile pour nous tous, que ce soit en termes de gaz ou d'électricité. Et là, on arrive dans la zone dangereuse, c'est celle-là pour laquelle on se prépare. Alors, vous avez vu ce schéma avant présenté par mon préopinant sur les mesures de rationnement gaz. Ici, vous avez celles les mesures de l'électricité. Nous, on a défini 2 seuils. À partir du moment où on arrive au contingentement, on est dans une situation compliquée, dont on ne peut pas, d'aucune manière, préjuger de l'issue. Est-ce qu'on va revenir au point de départ? Est-ce qu'on va arriver jusqu'à 30-40%, voire délestage? Donc nous, actuellement, nous sommes dans une organisation infra-crise, et au moment où on arriverait au contingentement, on passera à la gestion de crise en tant que telle.
Pour la population, c'est complètement transparent. Pour les juristes, ça l'est un peu moins parce qu'en fait, en gestion de crise, on n'utilise plus tout à fait les mêmes processus et on peut s'écarter des bases légales, ce qui est toujours un régal quand on fait de la gestion de crise, de ne pas avoir 15 juristes qui vous expliquent ce que vous pouvez faire ou pas faire. Même s'il y a des notions qui doivent évidemment être respectées. Alors, le Conseil d'État a défini une stratégie sur 4 axes. Vous me direz, comment ça se fait qu'un canton définit une stratégie par rapport à l'énergie? Ben oui, parce que le canton, à la fin, encore une fois, il est en bout de chaîne alimentaire et c'est lui qui va gérer les conséquences et c'est lui qui devra répondre à la population des conséquences de l'éventuelle pénurie d'énergie, que ce soit de gaz ou d'électricité. D'abord, c'est développer la résilience des infrastructures et services essentiels. Il faut se mettre d'accord sur ce que c'est. Tout le monde se juge comme étant essentiel, bien évidemment. Il faut accompagner les changements au sein de la population par rapport à ces modes de consommation, faire prendre conscience que l'énergie est au cœur de nos activités, de notre vie quotidienne. Tout est devenu fondé sur et dépendant à l'énergie. Tout. Les plans de soutien à l'économie, ça c'est une grande polémique. Qui doit faire quoi entre la Confédération et les cantons? C'est la Confédération qui doit fixer le rythme et les cantons devront venir appuyer ça, mais ce n'est pas aux cantons de développer ceci en tant que tel. Et puis la souveraineté énergétique, c'est quelque chose qui a été mis un tout petit peu en stand-by, le temps de se préparer à cette gestion de crise, faute de ressources en suffisance. Alors, les services essentiels, et là on en arrive dans notre vie quotidienne à nous toutes et tous, qu'est-ce qu'on cherche absolument à préserver? Quand je dis préserver, ça veut dire que jusqu'à et y compris le délestage, ces services doivent être garantis. Mais imaginez dans un canton qui compte 860 000, presque 900 000 habitants, avec son rythme, son activité, son effervescence au quotidien, imaginez ce que ça implique quand vous voulez préserver ça en termes logistiques, infrastructures, mesures organisationnelles. D'abord, c'est le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire la conduite et l'engagement. C'est la moindre des choses de pouvoir continuer à faire fonctionner les institutions. Ce n'est pas la moindre des choses quand vous pensez que la moitié du réseau informatique des institutions dépend de fournisseurs externes, lesquels stoppent leurs prestations au moment où on en arrive au délestage. Donc vous n'avez plus de réseau informatique au délestage. Et oui. Et oui. La santé, qui est évidemment un enjeu majeur. Et là, vous découvrez que vous avez certains établissements hospitaliers qui n'ont tout simplement pas de plan de secours. Et donc, vous partez à zéro. La santé communautaire, mesdames et messieurs, nous avons une population vieillissante qui dépend de plus en plus de la santé communautaire et qu'on ne peut pas abandonner dans ce genre de situation. C'est là bel et bien aussi la responsabilité des autorités. La sécurité publique, vous savez, la couche qui nous sépare du monde sauvage, elle est aussi épaisse qu'un papier de soie. Hein. Si vous en arrivez au délestage avec la coupure de certains systèmes de sécurité parce qu'ils ne fonctionneront plus au délestage, vous allez tout de suite avoir des vocations qui vont se dessiner par rapport à la nouvelle répartition des richesses, on va dire ça comme ça. Donc là, on a tout un enjeu aussi. Il y a l'information à la population. Donc là, on travaille avec la RTS, qui est le média concessionné, qui a un système de secours si on est confronté à une pénurie, voire un délestage. Toute la question de la mobilité. Puis là, il ne faut pas se la jouer. Hein. Délestage, il n'y a plus de train. Point. Stop les discussions. Oui, mais les CFF produisent eux-mêmes leur énergie. Oui, l'énergie de traction. Mais l'énergie qui fait fonctionner les gares, les passages à niveau, etc., ça, c'est l'énergie normale. Donc, il n'y a plus de train. Ah, je ne sais pas si vous mesurez l'impact sur la société, il n'y a plus de train. Est-ce qu'il y a encore des bateaux de la CGN? Vous me direz, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il y ait des bateaux de la CGN? Mesdames et messieurs, chaque jour, des établissements hospitaliers comme le CHUV ne fonctionnent ou fonctionnent en grande partie avec du personnel frontalier qui traverse tous les jours. Moi, je l'ai vécu pendant la pandémie. Hein. Des centrales d'urgence ont aussi une majorité de personnel frontalier. Donc tout ça, vous voyez, quand vous commencez à tirer la plotte, puis que vous commencez à le faire en 2022, pour l'hiver 2023, ben vous commencez un tout petit peu à choper les chocottes, quoi, parce que vous dites, mon Dieu, mais la montagne de problèmes qu'il y a à régler, alors qu'on aurait dû commencer en 2014. L'approvisionnement, d'abord l'eau potable.
qui est un bien absolument essentiel, c'est l'affaire des communes. Comment faire pour secourir le réseau d'eau potable? En cas de délestage, on a des soucis. Les vivres est bien de première nécessité. Ok, le carburant, il n'y en aura plus. Les stations d'essence ne fonctionnent plus en délestage parce que les systèmes de paiement à distance ne fonctionnent plus, les bancomates ne fonctionnent plus. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément d'électricité, c'est parce que les systèmes de sécurité se coupent. Et puis on n'a plus de réseau, ça là, ça. Ça c'est terminé, un délestage. Vous oubliez, 1 heure, il n'y en a plus. Je me réjouis de voir le traumatisme chez les jeunes qui se plaignaient pendant la crise pandémique alors qu'ils avaient Netflix, Instagram, enfin, etc. Là, ça va être un tout petit peu plus hard pour eux. Hein. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Et évidemment, les animaux de rente. Et puis, il y a toutes les questions autour de l'environnement, mesdames et messieurs. Nous vivons dans des systèmes d'épuration des eaux usées. Ce n'est pas très agréable de parler ça un lundi matin, mais sans approvisionnement électrique, ces stations s'arrêtent. Et vous pouvez avoir des dommages à l'environnement pendant des semaines, voire des mois, pour une interruption qui aurait duré 3-4 jours, avec des effets systémiques sur des nappes phréatiques dont on connaît maintenant la rareté. Voilà. Alors nous, on travaille avec des étapes, comme tout bon militaire à la tête nuque épaisse, comme disait M. Favre. Donc la première étape, c'est fait, on a mis en place le truc. La deuxième étape, maintenant, on travaille jusqu'au 1er décembre. Nous, ce qu'on veut, c'est absolument un état de préparation optimal le 17 décembre pour qu'on puisse aller manger la dinde, brûler un maximum d'énergie sur les remontées mécaniques pour revenir gérer l'éventuelle pénurie à partir du début du mois de janvier. Voilà l'idée de base de manœuvre. Non, je rigole, c'est qu'on travaille par étapes et pour nous, l'important, c'est d'être prêt en janvier. Donc, notre rétro-planning se fonde sur cette réalité-là. Mais c'est un travail titanesque qu'on doit faire. On le fait avec, évidemment, un certain nombre de partenaires. Et là, c'est juste pour vous dire que, contrairement à la Confédération, nous, on ne travaille pas top-down, on travaille bottom-up, c'est-à-dire qu'on travaille avec les communes. J'ai rencontré toutes les communes du canton. Il y en a 302. Plus de 1000 personnes, des autorités communales très à l'écoute, très impliquées, très concernées, très consciente maintenant qu'on est potentiellement face à un problème. Et on travaille depuis le bas vers le haut pour être sûr qu'on prend en compte toutes les préoccupations existantes au sein des autorités. On travaille évidemment avec tous les spécialistes. Il y en a ici dans la salle. Et donc il y a vraiment un boulot énorme. C'est des millions de francs qui sont engagés en système de secours, en génératrice, etc. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit comment je fais pour trouver une génératrice, puis que ce quelqu'un est directeur d'un établissement hospitalier, je me pose quelques questions. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, c'est pas simple, mais ça va aller. Et toujours faire preuve d'humilité. Il faut se rappeler que, comme je le dis, planifier, c'est remplacer le hasard par l'erreur. Donc, de toute façon, ce qu'on fait n'est pas totalement juste, probablement pas totalement faux. Et c'est pour ça qu'on essaye de le faire de la meilleure manière possible. Merci de votre attention et de m'avoir invité. Bravo. Restez avec nous une seconde, Denis Fradebo. Une petite seconde, juste avant que vous nous autorisiez à rompre les rangs. Juste sur la RTS, je crois que ça concerne surtout la radio. Hein. La radio a une obligation d'émettre. Nous, je vous rassure, la télé, non, quand même, on n'est pas client privilégié. Donc, si jamais ça coupe, on coupe aussi. Nous aussi. Vous êtes quoi? Vous êtes fâché? Vous êtes inquiet? Ou les deux? Ah non, moi je ne suis pas du tout fâché. Moi, on vit dans le pays qu'on mérite. Et donc, en tout cas, à ce niveau-là. Et donc, je ne suis pas du tout fâché. Mais je me dis... Qu'est-ce qu'on a hérité de la grande période où la Suisse a été soumise à des pressions maximales sur le plan de sa survie et de son existence? C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il nous reste quoi de notre état de préparation face à un monde qui est quand même extrêmement VUCA, tout le monde connaît cette expression, volatile, dangereux, illisible, enfin, etc. Il nous reste les stocks obligatoires. C'est la seule chose qui nous reste en termes d'état de préparation. Donc, stock obligatoire en mazout de chauffage, en essence, en biens de première nécessité, huile, riz, pâtes, enfin ces choses-là. Tout le reste, on l'a laissé aller. On s'est dit, mais pour l'éternité, on vit exempté des affres de l'histoire.
On s'en remet à la France pour notre énergie nucléaire. On s'en remet à la France pour stocker notre gaz. Mais tu as l'impression de vivre dans le monde de bisounours. Et quand je vous ai entendu sur les réalités géostratégiques et géopolitiques, quand vous pensez ce que nous sommes, nous, Suisses, dans ce grand échiquier, on aurait vraiment intérêt à réfléchir pour les prochaines années à améliorer notre résilience et notre capacité à faire face, je pense. Il ne faut surtout pas être fâché, il faut travailler.